Bonjour à tous. Je voulais déjà avant toute chose annoncer la reprise des vidéos d'actualité qui sont intitulées l'actu au scalpel, étant donné que vraiment il se passe des choses extrêmement graves, il y a une accélération des événements, les dérives catastrophiques des politiques, notamment d'un Trump aux États-Unis ou des politiques français concernant les musulmans sont assez effrayantes. Je rappelle tout de même à ceux qui suivent nos travaux depuis 2006 la lettre d'Alper Pike à Giuseppe Mazzini, le patron de la maçonnerie mondiale de l'époque à Charleston, au patron des carbonari européens Giuseppe Mazzini. La franc-maçonnerie, le complot maçonnique en d'autres termes, et qui tout simplement parlait de ce qui se passe aujourd'hui. Hein. On parle d'août 1871, on est en 2016, et il parlait exactement de ce qui se déroule sous nos yeux aujourd'hui, c'est-à-dire la guerre actuelle de l'islam contre le monde occidental. Donc on a vu par exemple un député, enfin du moins politicien, comme il y a eu une marche de plusieurs centaines voire milliers de personnes à Magnanville pour pour rendre hommage aux 2 policiers abattus, marche musulmane de maghrébins en majorité. Alors on pose la question, est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est une duplicité? Enfin, il n'y a plus de limite, hein. Franchement c'est open bar, la situation est extrêmement grave, il y a une accélération de tout, absolument tout, même la crise, on voit les événements, enfin bon bref, je vais reprendre mes vidéos d'analyse de l'actualité sous le prisme traditionnel, sous le prisme du complot, de la maçonnerie, etc. Je crois que c'est la moindre des choses, puisque nous vivons des moments exceptionnels. Et dans cette série de vidéos, et justement, je commence par ce numéro-là, qui va parler de l'actualité des éditions Fiat Lux, puisque c'est exactement le sujet. Étant donné que dernièrement ont été publiés Voltaire et l'islam, ce que l'on vous cache, de 2 chapitres de Voltaire de son essai sur les mœurs et l'esprit des nations, préfacé par Pierre d'Ortiguier, le professeur d'Ortiguier qui nous a fait une préface sublime, et présenté donc par l'éditeur, moi-même, dans à peu près 8 pages pour positionner cet ouvrage dans l'actualité immédiate. Notamment justement ces dérives islamophobes assez impressionnantes. Il y a aussi le livre du docteur Benaïssa que je vais présenter, mais aussi je voulais vous présenter en parallèle, juste avant, en introduction, des bouquins que j'ai lus dernièrement et que j'ai découverts, et aussi les prochaines éditions des publications des éditions Fiat Lux. Alors avant toute chose, Ginette la Rebelle, Ginette Escandrani, ses mémoires, qui seront édités au mois de septembre, si Dieu le veut. Très 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 belle découverte, vraiment, hein. Je connaissais Ginette Scandrani, mais je la connaissais pas bien, ou du moins je connaissais pas toutes ces luttes, et qui ont commencé très 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 jeune, puisqu'elle a été porteur de valise du FLN, et qu'aujourd'hui elle continue malgré sa maladie, c'est extraordinaire. Moi j'ai vu des hommes qui ont abandonné la lutte traîtreusement, parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils étaient démoralisés, découragés, des hommes, des vrais, alors qu'on voit qu'une dame comme ça, une petite dame, moi je l'ai toujours dit, hein, les femmes sont plus courageuses que les hommes, je l'ai vu dans mon combat au quotidien. Donc c'est vraiment c'est très intéressant de suivre le combat de cette personne qui a traversé vraiment les décennies et a rencontré quasiment tous les dirigeants du tiers-monde. Enfin, c'est impressionnant ce parcours. Maintenant, je voulais vous conseiller vivement, nous avons
publié des entretiens grâce au travail et l'aide de l'association Les Orphelins du Savoir. Nous avons organisé beaucoup de conférences dernièrement, des conférences très très intéressantes, par exemple avec Jean-Louis Zambert et son livre 56 exceptionnel sur le terrorisme monté et financé par l'Occident. Nous avons fait avec des conférences avec Philippe Pasco, avec ses bouquins magnifiques Délit d'élus, etc., avec les magouilles des élus. Nous avons organisé une conférence avec Hubert van den Toren, empêtré dans le complot maçonnique de la mafia du Languedoc-Roussillon, plus précisément à Perpignan, qui ont essayé de lui voler un brevet, etc. Toutes les vidéos sont sur internet, sur le site lelibepenseur.org. Conférence avec Kémy Séba, qui est passé présenter son dernier livre à Marseille, Époque obscure. Nous avons présenté dernièrement donc Olivier Ronet, Gustave Flaubert et le Grand Orient de France. On a réalisé des entretiens, la vidéo a été postée il y a quelques jours et la conférence ne saurait tarder. Extraordinaire travail, très intéressant, qui fait le lien direct par la campagne d'Égypte napoléonienne et le passage bien sûr de Gustave Flaubert dans son voyage en Égypte, donc de l'installation de la maçonnerie et du Grand Orient en Égypte, notamment via le Grand Orient arabe, et tous les Soliman Pacha, le roi Farouk qui est un descendant de Soliman Pacha, qui était un soldat français de Napoléon, et toute la clique Clobé, Delaulnay, Ducamp, c'est très 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 intéressant, et il explique comment la maçonnerie rouennaise a voulu ruiner Flaubert, et l'a ruiné d'ailleurs, ils ont réussi. C'est un livre que je vous conseille vivement, de voir ces vidéos. Il y a des documents, beaucoup de documents officiels, il y en a 3 autres qui vont sortir sur justement la religion maçonnique et le culte de Mitra, plein de choses intéressantes, et qui, pour résumer, il faudrait comprendre une chose, c'est la place extrêmement importante de la franc-maçonnerie dans les élites littéraires, philosophiques, intellectuelles françaises depuis 2 siècles. C'est extrêmement important. D'ailleurs, le docteur Benaïssa en parle dans son livre Introduction à l'étude de l'influence politique du pouvoir financier. J'en parlerai tout de suite après. Puisqu'il explique que la caste marchande, l'État marchand, a, via le financement d'intellectuels et de penseurs, essayé d'imposer ce nouveau désordre qui était le sien, c'est-à-dire prendre le pouvoir sur l'autorité spirituelle en destituant le roi, l'Église, et s'installant, calife à la place du calife. Vu que c'est pas logique, que c'est malsain et qu'on comprend pas pourquoi c'est l'argent qui devrait diriger, d'ailleurs ils ne le disent jamais, hein, mais c'est pourtant l'argent qui dirige absolument tout, ils ont utilisé, financé tout simplement des penseurs, des intellectuels pour valider ce nouvel état de fait. Donc c'est vraiment un livre à lire. Sinon, je voulais vous présenter maintenant un bouquin exceptionnel. Alors tous ces livres, malheureusement, ils ne sont pas aux éditions Fiat Lux, ou heureusement, hein, chacun, c'est Gustave Flaubert, c'est une édition propre de Monsieur Olivier Ronet. Et ici, c'est Pierre Rossi, La Cité d'Isis. Alors je voulais vous présenter ce bouquin qui, pour moi, est une gifle. D'abord, je tiens à remercier la personne qui m'a envoyé le conseil, qui m'a dit d'acheter ce bouquin, que je ne connais pas d'ailleurs, sur Internet. Je le remercie infiniment parce que pour moi, c'est une découverte aussi importante, aussi violente que celle de René Guénon. Ça n'a rien à voir, hein, c'est pas de la métaphysique, c'est beaucoup plus facile à lire, c'est une lecture aisée, c'est de l'histoire, mais remise à l'endroit. Pierre Rossi, qui est un érudit, il faut le dire, il a écrit plusieurs livres dans l'Irak des révoltes que je suis en train de lire actuellement, une plume sublime à l'ancienne, hein, l'école normale supérieure, les grands lycées français de l'époque. Pierre d'Ortiguet l'a connu personnellement, il s'occupait des cercles d'amitié France-Irak, etc. Il connaissait très bien le Maghreb, l'Irak, l'Algérie, etc.
Et il a essayé, via ce bouquin qui est très connu, d'ailleurs je signale aux arabisants qu'il est disponible, je l'ai trouvé en arabe, en PDF sur internet, c'est une pure merveille. Alors il va déstabiliser beaucoup de gens, hein, je vous le dis tout de suite, puisqu'il remet absolument tout en cause, sauf que là il amène l'histoire, les documents, les faits, voilà. Et ça, ben, on ne peut rien faire contre, à moins d'être de mauvaise foi. Alors de quoi parle ce livre? Ce livre, il parle de l'importance de l'apport du Moyen-Orient à la civilisation gréco-romaine, occidentale aujourd'hui. En fait, à la fin de la lecture de ce livre, vous comprendrez une chose, c'est que tout le clash des civilisations, tout le terme civilisation gréco-romaine, toute cette théorie qui veut faire que l'Orient, la religion c'est une chose, l'Occident c'est autre chose, tout ça c'est faux, totalement faux. En fait, l'Occident, ou du moins les racines occidentales gréco-romaines, ont tout, absolument tout piqué de l'Orient. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit à la page 58? L'apport culturel, scientifique, religieux, substantiel ayant été fourni par les Arabes, a été fourni par les Arabes, ne renversant donc pas les rôles et ne faisant pas des Grecs, qui ne sont que des héritiers, les pères de leurs ancêtres spirituels. Donc, nous assistons ici à un inversement des valeurs total, puisque les Grecs qui ont tout piqué des Arabes, et notamment, alors quand il parle des Arabes, il parle de la civilisation, notamment tout ce qui est bien sûr Moyen-Orient entre le Tigre et l'Euphrate, Mésopotamie, mais aussi l'Égypte. Et il le prouve, hein, le plus simplement du monde, par rapport aux origines des plus grands penseurs gréco-romains, notamment, on va commencer par les Grecs. Et tout simplement, ils sont pas nés en Grèce, ils sont nés soit en Syrie, soit à Alexandrie, soit c'est pas des Grecs, c'est pas des Européens, c'est des Africains ou des Asiatiques. Et s'ils étaient grecs de naissance, ils ont fait leurs études à Alexandrie ou etc., etc. Et les preuves sont là. Hein, il y a des bouquins qui ont été écrits, les preuves sont là. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Dans le Timée, Platon met dans la bouche d'un prêtre égyptien s'adressant à Solon cette parole paternelle, j'ouvre les guillemets, « Vous autres, Grecs, vous n'êtes que des enfants ». C'est quand même pas mal, vous le concéderez. Solon, c'est le premier législateur grec, donc c'est pas n'importe qui. Quand ils disent, par exemple, il y a des écrivains, ils parlent de l'histoire officielle, de la doxa, qui parlent de la Grèce antique, le foyer des arts et des lettres, etc. Ben, il le dit très clairement, hein, tout est faux, tout est absurde, ça ne correspond pas aux écrits que l'on possède, et puis c'est tout. Enfin, faut pas inventer des choses qui n'existent pas. Pour finir, il y a des preuves étymologiques, factuelles, extrêmement nombreuses, qui démontrent que l'arabe, notamment la langue, est à la source de beaucoup de choses, notamment quand on dit Yahvé, en arabe classique, ça veut dire Yahuwa, ô lui. Hein? Elohim, c'est Allahumma. Allahumma, Elohim. Quand vous reprenez par exemple, et là c'est de l'araméen, et l'araméen c'est de l'arabe, la dernière parole du Christ sur la croix, que la paix l'accompagne, c'est Ilahi, Ilahi lima sabaqtani. Bon, tout arabisant comprend que Ilahi, Ilahi lima sabaqtani, c'est de l'arabe. Mon Dieu, pourquoi tu m'as précédé, donc pourquoi tu m'as abandonné? Et tous ces travaux-là sont parfaitement concordants avec ceux de Cheikh Anta Diop, et aussi avec ceux du professeur Martin Bernal, un universitaire américain qui a écrit un bouquin qui s'appelle Black Athena, que j'ai commandé d'ailleurs en 2 tomes, hein, c'est du 800 pages, 600 pages chacun, respectivement, et qui explique que l'origine de la civilisation gréco-romaine est tout simplement africaine, mésopotamienne. C'est
logique implacable, par l'étymologie des mots, par les écrits que l'on a, sur plein de faits, les preuves sont innombrables. J'invite aussi, concernant l'étymologie, je vous invite à découvrir les travaux qu'on va diffuser bientôt de monsieur Rachid Ben Aïssa, le cousin du docteur Hamza Ben Aïssa, qui a fait un travail assez extraordinaire sur l'étymologie des mots, que vous trouverez notamment dans la présentation de l'éditeur de Voltaire, une dizaine de mots, qui prouvent l'origine arabe de milliers de mots gréco-latins. Quand je dis de milliers de mots, c'est milliers de mots. Et ce ne sont pas des mots anodins. C'est pas des petits mots comme le divan, le diwan, etc. Non, ça va très très loin. D'ailleurs, ça va tellement loin que tout s'est inversé. C'est assez ridicule et assez pathétique. Puisque, par exemple, vous allez prendre, j'aime bien cet exemple, c'est le mot technologie. Alors, technologie, dans les pays maghrébins arabes, on va dire entre guillemets, on dit un institut, c'est Mahad Technologia. Sauf que technologie, c'est un mot qui vient de l'arabe, de techni. Techni, itran, c'est faire bien le travail. Et en fait, les Arabes ont tellement oublié leurs origines et l'étymologie des mots qu'ils copient bêtement, qu'ils arabisent des termes occidentaux d'une manière assez servile, assez stupide, alors que qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de ces mots. C'est assez impressionnant, hein. Et quand vous vous rendez compte qu'il est question ici de milliers de mots, ça aggrave la situation. Je rappelle, c'est essentiel, en parlant de technologie, que l'Égypte, par exemple, ou même le Moyen-Orient, hein, Baalbek, etc., l'Égypte, les pyramides, les jardins suspendus de Babylone, etc., que la technologie d'il y a plusieurs millénaires dépassait la technologie d'aujourd'hui. Ça aussi, c'est factuel. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. On ne peut pas, aujourd'hui, on ne sait pas comment mettre des blocs de 300 tonnes les uns sur les autres, sachant qu'ils ont été taillés d'une façon si précise que vous ne pouvez pas passer une feuille de cigarette entre les deux blocs de 300 tonnes. C'est un miracle qui se reproduit, comme je l'ai dit, à Baalbek ou en Égypte, dans je ne sais combien de temples et de pyramides, etc. Donc cette technologie-là, elle est factuelle, tout le monde peut l'observer. Sauf que les gens refusent de prendre les conclusions qui s'imposent parce que ça remettrait en cause absolument tout. Le darwinisme s'écroule puisque ça s'inverse. La technologie, c'était l'âge d'or et on est aujourd'hui à l'âge de fer, au Kali Yuga. Donc c'est vraiment, je vais arrêter là parce que je pourrais en parler encore des heures. C'est à lire, à découvrir pour tous ceux que ça intéresse. Je vais en venir maintenant au dernier bouquin des éditions Fiat Lux, c'est-à-dire Voltaire et l'islam, ce que l'on vous cache, et introduction à l'étude de l'influence du pouvoir politique, du pouvoir financier, du docteur Ben Aïssa. On va commencer par ce dernier. Alors vous savez qu'on a publié dernièrement une trilogie du docteur Ben Aïssa, la connaissance traditionnelle et l'épistémologie moderne, une pure étude doctrinale, et le Maghreb dans le discours des sciences humaines et sociales. Alors le premier, c'est vraiment dans la lignée de René Guénan. C'est du petit lait pour ceux qui aiment René Guénan, c'est exceptionnel. C'est René Guénan 2016, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Le Maghreb dans le discours des sciences humaines et sociales, ça, c'est aussi essentiel à comprendre. Ça rejoint absolument tout ça. Et ici, ça parle du triptyque islamité, amazirité, arabité. Il explique, le plus calmement du monde, que tout ceci va très bien ensemble, que ça n'a jamais créé de problème, et que si ça crée des problèmes aujourd'hui, eh ben c'est parce que les gens le veulent en fait. Donc c'est vraiment à découvrir. Il y a des vidéos d'entretien du docteur Ben Aïssa qui ont été postées sur le site des éditions Fiat Lux, que je vous laisse découvrir. Nous allons passer directement donc à l'introduction à l'étude de l'influence politique du pouvoir financier. Alors ce bouquin est une petite merveille parce que en très peu de pages, en 60 pages, 68 pages, mais 60 pages de texte, il refait l'histoire
du changement de paradigme de l'économie qui a pris le pouvoir en Occident et dans le monde à partir bien sûr grâce à la colonisation militaire en première étape et ensuite intellectuelle et médiatique en deuxième étape. Donc le bouquin se présente en 4 chapitres afin d'avoir une idée. C'est l'économie dans la civilisation de l'être. Deuxième chapitre, la civilisation du devenir et l'intronisation de l'État marchand. Troisième chapitre, les fondements antitraditionnels du pouvoir financier. Et enfin, les modifications politiques de la plutocratie financière. Tout ceci agrémenté d'une préface du docteur Benaïssa. En fait, il explique comment et pourquoi, la manière dont c'est effectué ce changement, d'abord en premier lieu par l'effondrement de l'Église catholique. Ça c'était essentiel. Et notamment en parallèle, comme par hasard, vous avez une montée fulgurante du protestantisme qui initialement était empli de bonnes intentions, etc. et qui in fine, via l'autorisation de l'usure, va représenter un cheval de Troie extraordinairement puissant et qui va pousser à la prise du pouvoir de la finance. On le sait très bien avec les banques protestantes aux États-Unis, etc. Il parle aussi d'absolutisme royal qui s'est installé et qui a décrédibilisé également la royauté, et enfin de l'influence et de la montée en puissance de la caste marchande qui était de plus en plus puissante tout simplement grâce à l'usure. Qui a commencé à prêter et qui est devenu un parasite extrêmement dangereux puisque de plus en plus riche, elle a commencé à prêter au roi et elle a pris le pouvoir. Parce que comme le disait très bien Napoléon, je le répète à chaque fois que j'en ai l'occasion, c'est la main qui donne qui commande, c'est celui qui paye qui commande parce que la main qui donne est au-dessus, hiérarchiquement, au-dessus de la main qui reçoit. Donc à partir de là, ils ont commencé à établir leur politique et on le voit parfaitement, notamment, et là c'est pour le coup le catholicisme, mais le catholicisme dévié, on le voit très bien dans les républiques et les cités marchandes, par exemple de Florence ou de Venise ou de Gênes, qui ont commencé à pratiquer l'usure et les banques et les systèmes bancaires et en déviant totalement, absolument totalement de la religion, de la tradition et prenant une indépendance évidente du Vatican et de l'autorité spirituelle. Donc ce bouquin parle de cette mise en place donc à partir du Moyen-Âge, même de Philippe le Bel, jusqu'à aujourd'hui avec l'instauration des mafias de la Banque mondiale, du FMI, l'OMC, etc. qui ne sont là, il l'explique parfaitement, que pour imposer des règles dont ne veulent pas les nations, par des ajustements structurels comme ils disent, et en fait ça n'a strictement rien à voir, c'est une soumission à l'état marchand moderne. Alors il y avait donc l'usure est essentielle, il en parle beaucoup, et 2 points que j'aimerais aborder par rapport à ce bouquin, c'est que avant toute chose, dès le départ, il signale que si vous n'êtes pas capable de sortir de votre paradigme moderne et mammonique, vous ne pouvez pas comprendre ce livre. En d'autres termes, il faut faire un effort, il faut faire un effort personnel, parce que sinon, si vous ne prenez pas de la hauteur, tout ce qu'il y a aujourd'hui est accepté, quoi. On a baigné dedans et ça a l'air logique, et on a tellement baigné dedans qu'on ne parle que via des termes économiques, le pouvoir d'achat, le PIB. Donc un pays, il réussit si son PIB augmente, la croissance, alors que tout le monde sait que les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, et tout ce qui résultat de ces dérives, la pollution, enfin les maladies, le gaspillage, etc., la misère, le pillage des nations, etc. Donc, alors ce bouquin va parler aussi
beaucoup du judaïsme, de la place importante du judaïsme dans cette dérive de financiarisation du monde, donc du protestantisme et du judaïsme, mais également du catholicisme, hein, parce que beaucoup de catholiques, enfin, façon de parler, un catholicisme dévié. D'ailleurs, il parle de judaïsme dévié. Par exemple, il cite l'exemple, vous savez que dans le Talmud, il est interdit, vous pouvez pratiquer l'usure avec un goy, mais vous ne pouvez pas pratiquer l'usure entre juifs. Sauf qu'il y a des rabbins qui ont trouvé la solution pour ça, et c'est là qui prouve la preuve que c'est dévié. Il vous explique qu'une société, c'est pas un juif. Même si elle est possédée par un juif, une entreprise, c'est pas un juif. Du coup, elle peut pratiquer l'usure à un juif. C'est tiré par les cheveux quand même, c'est pas sérieux, l'esprit de la loi il n'est pas respecté, il n'est pas respecté. Et il y avait aussi autre chose, c'est que, et ça, il faut absolument en parler. Alors, ce bouquin, il fait vraiment un état des lieux de toute l'Europe. Il parle de l'Angleterre, hein, d'Henri VIII avec l'anglicanisme et l'autorisation lui aussi de l'usure. Il parle des penseurs de John Locke, d'Adam Smith, de Hobbes, il parle de tous les penseurs. Il va parler de la France, de l'Allemagne, de l'Italie. Vraiment, c'est un travail très pointu, d'une grande érudition. On va parler aussi beaucoup de Karl Marx. Et je voulais, pour finir, faire une petite réflexion. C'est à partir de la sortie du Moyen-Âge. À partir de la sortie du Moyen-Âge, juste un peu avant ça commence avec Philippe le Bel, mais comme par hasard, il y a le protestantisme qui se met en place, la maçonnerie, l'humanisme, il en parle aussi dans le livre, qui vont mettre en place, donc qui vont légaliser l'usure, donc déséquilibrer les rapports de force, puisque le prêteur sera toujours plus puissant et qu'il va vampiriser les ressources du plus faible. Donc l'usure, c'est essentiel, hein, dans cette mécanique. Ensuite, juste après ça parle en siècle, hein, il y a l'industrialisation. Donc l'industrialisation exige une soumission, l'être humain est utilisé comme une bête de somme dans des chaînes, dans des usines, dans des chaînes de fabrication. L'industrialisation exige obligatoirement matières premières, donc colonisation. Colonisation tout se fait en parallèle, c'est extraordinaire, hein. Et pillage des ressources des autres nations. Et on est aujourd'hui là où nous sommes. C'est-à-dire qu'il y a quand même une mise en place assez impressionnante de différents événements qui concordent tous vers une chose, c'est l'état marchand, la civilisation de l'avoir. Plus je possède, mieux je me porte. On le voit avec le rap bling bling, on le voit avec les politiques bling bling, on le voit avec le règne de l'argent, des jeux de hasard, des jeux débilitants à la télévision dans lesquels on vous met dans monnaie drop des kilos de billets, etc. Enfin, un culte extrêmement malsain de l'argent qui rend, on le voit, tout le monde malheureux, puisque le monde ne s'est jamais porté aussi mal, les antidépresseurs jamais autant consommés, tout ce qui est dit, en fait, c'est l'inverse qui se déroule sous nos yeux. Il n'y a jamais eu autant de chômage, puisqu'on a délocalisé toute l'industrie pour justement faire encore plus de profit, puisque le salarié français qui coûte 15 € de l'heure, bon, il est plus compétitif avec je sais pas moi, le turc ou le chinois à 2 € de l'heure, voire même pas, etc., etc. Donc ce bouquin est un résumé extrêmement intéressant sur la prise du pouvoir de la caste marchande en Occident et dans le monde, bien sûr, puisque l'Occident domine le monde, depuis 2 siècles précisément, un peu plus si on veut aller dans le fond du sujet. Vraiment bouquin à conseiller aux gens intéressés par la question. Ensuite, je voulais vous présenter Voltaire et l'islam. Alors Voltaire et l'islam, ce que l'on vous cache, sous-titre Ce que l'on vous cache, c'est une idée du professeur Pierre d'Ortiguet
qui voulait présenter le vrai visage de Voltaire, la vraie pensée voltairienne concernant l'islam. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'il y a une quantité de gens mal intentionnés qui veulent faire croire que Voltaire était un islamophobe, un anti-musulman à cause de sa pièce. Sa pièce qui a eu un succès assez intéressant, qui a été reprise par après les siècles passants, c'est le fanatisme ou Mahomet le prophète. Donc il a été extrêmement violent envers le prophète de l'islam, sauf que ça c'était vraiment au début de sa carrière, et vers la fin, 20 ans, juste 20 ans après, il a changé totalement d'avis, et il voulait le prouver via la reproduction telle qu'elle, notamment son essai sur les mœurs et l'esprit des nations, 3 chapitres sur le Moyen-Orient, l'islam et le prophète, dans lesquels il dit beaucoup de bien, mais pas seulement. Notamment justement dans la préface du professeur d'Ortiguier, il y a d'autres citations, et aussi dans ma présentation de l'éditeur, et le professeur d'Ortiguier parlera également de Goethe, de ce qu'il pensait du prophète de l'islam, du plus grand bien qu'il pensait du prophète de l'islam. Alors pourquoi? Parce que, alors je vais vous donner un exemple tout bête, notamment Boulevard Voltaire, le site internet Boulevard Voltaire. Il y a aussi Atlantico, il y a Valeurs Actuelles, etc. Alors ils utilisent tous Voltaire pour s'attaquer aux musulmans en expliquant que, bon, la liberté d'expression certes, mais voilà, il a été le premier qui a attaqué aussi violemment. Alors, nous allons prendre l'exemple de Benoît Raïski, un septuagénaire journaleux, qui nous explique, dans un article intitulé « Moi, islamophobe de gauche et de droite ». Moi, je suis islamophobe, ce mot supposé péjoratif et inventé par les islamistes ne me gêne pas. Je suis un islamophobe de gauche parce que je préfère Voltaire avec tous ses défauts au bourreau de Calas et du chevalier de la Barre, etc., etc. Je suis islamophobe de gauche, etc. Donc, il y a ça, le mot islamophobe, que je sache, il ne peut pas être inventé par les islamistes, puisque c'est un terme français. Les islamistes, ils ne parlent pas français, c'est des arabisants, et ils ne parlent pas français. Et islamophobe, c'est le code pénal français, c'est un délit. C'est fait en général pour empêcher les gens de s'entretuer ou de déraper, surtout des abrutis comme ce monsieur, qui appelle, dans un article de Valeurs Actuelles, tout ceci s'affiche à l'écran, qui appelle à la stigmatisation et à la ratonnade. Il faut fouiller, perquisitionner, stigmatiser. Oui, stigmatiser sans relâche en permanence, pas dans l'espoir très aléatoire de trouver les assassins et leurs complices immédiats, juste pour faire comprendre à tous ceux qui pratiquent l'omerta qu'ils n'auront plus désormais la vie tranquille. La peur doit changer de camp, et alors, qui sait, l'eau finira par expulser les poissons à qui elle permet généreusement de faire plouf-plouf. C'est-à-dire, ce monsieur appelle la police à faire des perquisitions tout azimut pour trouver, pour terroriser les musulmans, qui sont tous des terroristes en puissance, et qui dorment sur des kalachnikovs chargés et qui sont prêts à tuer des femmes et des enfants. Tous les maghrébins, tous les musulmans, ils sont comme ça. Donc ça, c'est Benoît Raïski, il dit ça, le plus simplement du monde. Il prend Voltaire comme exemple, sauf qu'il oublie une chose, c'est que Voltaire était un antisémite carabiné, et quand je dis carabiné, c'est carabiné. Il avait le judaïsme en mépris assez impressionnant, extrêmement impressionnant. On va afficher des images à l'écran, vous comprendrez ce qu'il pensait du judaïsme, sans oublier son homophobie. Alors là, il appelait ça l'infâme, il appelait ça... Non, il appelait l'infâme, le fanatisme l'infâme, mais le contre-nature, il appelait l'homosexualité quelque chose de contre-nature, etc. Il a été très très virulent contre la pratique homosexuelle. Donc tout ça, ils oublient de le dire, ils gardent que le côté islamophobe de la pièce Mahomet, le fanatisme ou Mahomet le prophète, et bien sûr ne disant pas ce qui s'est passé 20 ans après. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé 20 ans après? Alors, avant toute chose, j'aimerais signaler que nous ne sommes pas là pour faire l'apologie de Voltaire. Voltaire a fait des bêtises, Voltaire a spéculé, Voltaire parce que justement, il a eu une vie extrêmement difficile puisqu'il a fait de la prison très tôt, il s'est attaqué au pouvoir et au clergé.
rencontré. Et il suffit de lire Xavier Martin, Voltaire méconnu, pour comprendre beaucoup de choses sur Voltaire. On n'est pas là pour le dédouaner, ou c'est pas du tout. Nous sommes là pour essayer d'expliquer ce que disait Voltaire. Voltaire est un penseur hors norme, extraordinaire, exceptionnel. Son œuvre complète, la Pléiade, c'est je sais pas combien de dizaines de volumes. Je crois qu'il a 15 ou 16 volumes juste pour ses correspondances, plus de 25 000 lettres. C'est un type à la capacité de boulot. Moi, je pense que Voltaire, il passait 18 heures par jour à écrire et à lire. C'est tout ce qu'il a fait. Toute sa vie, il n'a fait que ça. Et ça, c'est important. Voilà, c'est très important de le dire. Il y a aussi à signaler Voltaire et l'islam de Jawad Hadidi, un professeur iranien assez connu, qui a étudié le cas Voltaire et l'islam sur tout le long de sa vie, sauf qu'il ne le met pas en perspective, ce qui est normal, c'est un livre ancien, et il ne l'installe pas dans l'actualité immédiate, ce qui est essentiel et l'intérêt de ce bouquin. Donc nous avons réalisé une petite chronologie de Voltaire, de sa vie, né le 21 novembre 1694, décédé le 30 mai 1778, les deux sur Paris, à 83 ans. Donc il passera 11 mois de prison en 1717, 11 mois pardon, 1 an de prison en 1717 à la Bastille. Dès qu'il sortira, il comprendra qu'il lui faut être indépendant s'il veut être libre, indépendant financièrement. Il réalisera un premier succès Oedipe, puis la Henriade, un très très gros succès, il commencera à gagner de l'argent, puis continuera à attaquer le pouvoir et l'église, et il sera exilé à Londres en 1726. Par jalousie aussi, parce qu'il a été bastonné, etc. Il va s'exiler à Londres, il découvrira Londres, il découvrira ce qui se passe à Londres, le libéralisme anglais, etc. Dès qu'il revient, il produira les lettres philosophiques. Et ensuite, 2 ans après, les lettres philosophiques c'est 1734, en 1736 il va écrire Le fanatisme où Mahomet le prophète et l'examen important de Milord Bolingbroke, et il sera cette pièce sera produite en France 3-4 ans après. À la 4e représentation, elle sera annulée par les autorités. Pourquoi? Parce que tout le monde a compris qu'il s'attaquait au christianisme. Voltaire s'attaquait au christianisme, notamment aux jansénistes qui avaient le pouvoir à l'époque. C'est le jansénisme. Et ça, c'est très très important à comprendre. Parce que, et ça tout le monde le sait, hein, absolument tout le monde le sait. Lui-même l'a écrit dans ses correspondances. Tout le monde le sait qu'il a inventé le personnage de Zopyre dans la pièce de Le fanatisme où Mahomet le prophète, que c'était complètement inventé, que les personnages n'étaient pas réels, l'histoire était complètement falsifiée. Sauf qu'il avait en horreur le fanatisme. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu quand même plusieurs régicides. Hein, il y a eu Jacques Clément, Henri III, il y a eu François Ravaillac, Henri IV. Quand même, c'est très 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 grave. Des régicides, c'est des troubles monstrueux, c'est la guerre civile, etc. Donc c'est quand même assez sérieux. Et il avait en horreur le fanatisme, et il avait une critique on va dire de la raison, raisonnable des écrits. Et tout ce qui se présentait comme une contradiction, il le critiquait violemment. Ensuite, donc à partir de 1736, il va commencer un travail, une étude de 20 ans, et qui va aboutir à justement l'essai sur les mœurs et l'esprit des nations. Candide, ça sera juste après, ça sera en 1759, et le dictionnaire philosophique 1764. Et après, les affaires Calas, Sirven et Delabarre, c'est 62, 64, 66. Et en fait, après avoir lu beaucoup de livres, une somme colossale de livres écrits par des gens qui ne sont pas des religieux, etc., puisqu'il a eu une formation jésuite au collège Louis le Grand, si je ne m'abuse, il avait donc des sources anti-musulmanes. Et lorsqu'il lira Boulainvilliers, lorsqu'il lira la traduction du Coran de Salles de l'anglais, puisqu'il a appris, il écrivait parfaitement l'anglais à partir de son séjour à Londres, donc il va avoir accès à des sources différentes. Il va connaître les Turcs. Et du coup, il va commencer à avoir une réflexion totalement différente de l'islam, qui va lui faire dire, pour résumer, hein,
il y a je ne sais quoi dans ce Mahomet qui impose. Et il va avoir des propos extrêmement virulents contre justement ceux qui ont menti sur l'islam, ceux qui ont diffamé le prophète et les musulmans, notamment par des grossièretés phénoménales. Par exemple, que l'islam c'est une religion de volupté, etc. Alors lui, il répondait calmement, comment ça pourrait être une religion de volupté alors qu'il interdit l'alcool, alors qu'il limite à 4 femmes les épouses, alors que tel prophète Salomon, tel prophète David, ils avaient 700 femmes, 300 femmes, etc. Comment peut-on dire ces choses-là alors que... Donc il avait une lecture très critique qu'il a réalisée d'ailleurs dans son essai sur les mœurs, hein, c'est de l'histoire analysée d'une manière scientifique. Et il y aura d'autres critiques, par exemple, hein, des critiques ridicules, comme quoi les gens qui ont cru au prophète Mohammed, c'était de la canaille, des illettrés, des imbéciles, et que s'ils lisaient le Coran, ils comprendraient, mais comme personne ne le lit, c'est comme ça que la supercherie islamique a perduré. Alors que les enfants de 7-8 ans connaissent le Coran par cœur. C'est la chose la plus aimée et la plus pratiquée par les musulmans qui, par exemple, en plein mois de Ramadan, d'ailleurs, je salue les jeûneurs et je le souhaite un très bon mois de Ramadan, un bon jeûne, c'est de boucler la lecture du Coran dans la prière, par exemple, les 60 chapitres du Coran dans les prières nocturnes, de lire le Coran la nuit, les troisième tiers de la nuit. Et sortir des bêtises pareilles, c'est quand même assez affligeant. Et lui, il a découvert tous ces mensonges et il s'est dit, c'est pas normal. Et après, bon, on ne peut pas expliquer des civilisations aussi raffinées, aussi puissantes que l'ont été les empires musulmans d'Asie, d'Afrique et d'Europe, hein, en Andalousie, on peut pas, ou bien sûr la Turquie, le Ottoman, etc. On ne peut pas expliquer cette réussite par le mensonge et la duperie, la supercherie. C'est pas possible, puisqu'on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est tout. C'est le Christ qui dit ça, justement. D'ailleurs, en parlant de tolérance, il disait que, par exemple, à Istanbul, il y avait des processions de religieux chrétiens, alors qu'en France, il suffisait d'être protestant pour se faire couper en rondelles. Et ça, c'était la réalité. Notamment, il y a eu un massacre au Portugal, à Lisbonne, je crois. De protestants, il avait écrit justement un papier là-dessus. Donc il disait que la tolérance en plus, elle est du côté des musulmans, elle n'est pas du côté des chrétiens. Donc tout ceci a fait dire, et tous les propos sont repris dans ce livre, Voltaire et l'islam, tout ceci a fait changer donc d'avis à Voltaire, et je pense qu'il est essentiel de le dire, c'est important. Donc une bonne fois pour toutes. Et là, bon, pour avoir cette vision des choses, il faut s'appeler Pierre d'Ortiguier, il faut que ceci soit clair, hein. Il faut être issu de l'ancienne école et être doué d'une grande érudition pour pouvoir faire une analyse, parce qu'il faut lire, il faut lire la Pléiade pour ça, hein. Il faut lire l'intégrale. Et ça, c'est un travail que plus personne ne fait. Absolument plus personne, hein. C'est fini ça. Hein. C'est le psittacisme systématique intégral. C'est des perroquets qui répètent ce qui a été dit. C'est comme la phrase de Voltaire, la pseudo-phrase que Thierry Ardisson adore répéter. Je me battrai, je suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. C'est pas Voltaire qui. C'est une personne, une Anglaise qui a écrit ce livre et qui a dit que Voltaire était dans l'esprit de ça. Mais c'est vrai que, voilà, que pour écrire un bouquin pareil, un tel résumé de Voltaire, afin de détruire cet argument qui revient systématiquement et qui tend à faire croire que Voltaire était un anti-musulman et qui est totalement l'inverse. Totalement l'inverse. Donc je vous invite à découvrir ces livres. Je voulais aussi annoncer que des points de vente supplémentaires des éditions Fiat Lux sont à Paris, notamment la librairie El Bourak, etc. Les adresses s'affichent à l'écran. Vous pouvez également, j'insiste là-dessus, commenter les bouquins à tous ceux qui se sont procurés les livres, qui les ont lus. Critiques positives, négatives, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez les commenter notamment sur le site des éditions Fiat Lux ou sur Amazon ou sur Price Minister. Il faut savoir que nous avons
boutique sur Price Minister pour ceux qui commandent leurs livres sur cette plateforme. Donc afin de vous procurer ces livres, je crois que j'en ai terminé, je vous ai tout dit. C'est essentiel de remettre un peu de vérité dans ce monde de mensonges et d'expliquer par exemple à toute la clique des voltairiens qui ont menti pendant des décennies. J'aimerais bien m'adresser par exemple à un Michel Onfray, qu'il puisse découvrir sans aucune agressivité ni animosité, que l'on soit clair, qu'il puisse découvrir cette face de Voltaire. Je sais qu'il est capable de remettre en cause ses certitudes, il l'a fait pour Freud et la psychanalyse, il l'a fait pour le socialisme, etc. Il a une capacité de remise en cause et assez rare de nos jours. J'aimerais m'adresser également à tous les dégénérés de boulevard Voltaire, notamment par exemple un Robert Ménard, agent de la CIA, payé par la CIA, agent subversif, qui est là pour justement mettre en place la troisième phase de la fameuse lettre d'Albert Pike à Giuseppe Mazzini. Donc merci pour votre attention. Je crois que j'en ai terminé, je vous ai dit tout ce que je devais vous dire et à très bientôt pour le numéro 2 du traitement de l'actualité. L'âge des civilisations, tout le terme civilisation gréco-romaine, toute cette théorie qui veut faire que l'Orient, la religion c'est une chose, l'Occident c'est autre chose, tout ça c'est faux, totalement faux. En fait, l'Occident, ou du moins les racines occidentales gréco-romaines, ont tout, absolument tout piqué de l'Orient. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit à la page 58 ? L'apport culturel, scientifique, religieux, substantiel ayant été fourni par les Arabes, a été fourni par les Arabes, ne renversant donc pas les rôles et ne faisant pas des Grecs, qui ne sont que des héritiers, les pères de leurs ancêtres spirituels. Donc, nous assistons ici à un inversement des valeurs total, puisque les Grecs qui ont tout piqué des Arabes, et notamment, alors quand ils parlent des Arabes, ils parlent de la civilisation, notamment tout ce qui est bien sûr Moyen-Orient entre le Tigre et l'Euphrate, Mésopotamie, mais aussi l'Égypte. Et il le prouve le plus simplement du monde par rapport aux origines des plus grands penseurs gréco-romains, notamment, on va commencer par les Grecs. Et tout simplement, ils sont pas nés en Grèce, ils sont nés soit en Syrie, soit à Alexandrie, soit c'est pas des Grecs, c'est pas des Européens, c'est des Africains ou des Asiatiques. Et s'ils étaient grecs de naissance, ils ont fait leurs études à Alexandrie ou etc. etc. Et les preuves sont là. Il y a des bouquins qui ont été écrits, les preuves sont là. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Dans le Timée, Platon met dans la bouche d'un prêtre égyptien, s'adressant à Solon, cette parole paternelle, j'ouvre les guillemets, « Vous autres, Grecs, vous n'êtes que des enfants. » C'est quand même pas mal. Vous le concéderez. Solon, c'est le premier législateur grec, donc c'est pas n'importe qui. Quand ils disent, par exemple, il y a des écrivains, ils parlent de l'histoire officielle, de la doxa, qui parlent de la Grèce antique, le foyer des arts et des lettres, etc.
Ben, il le dit très clairement, hein, tout est faux, tout est absurde, ça ne correspond pas aux écrits que l'on possède, et puis c'est tout. Enfin, faut pas inventer des choses qui n'existent pas. Pour finir, il y a des preuves étymologiques, factuelles extrêmement nombreuses qui démontrent que l'arabe, notamment la langue, est à la source de beaucoup de choses, notamment quand on parlait encore des heures. C'est à lire, à découvrir pour tous ceux que ça intéresse. Je vais en venir maintenant au bouquin, au dernier bouquin des éditions Fiat Lux, c'est-à-dire Voltaire et l'islam, ce que l'on vous cache, et introduction à l'étude de l'influence du pouvoir politique, du pouvoir financier, du docteur Benaïssa. On va commencer par ce dernier. Alors vous savez qu'on a publié dernièrement une trilogie du docteur Benaïssa, La connaissance traditionnelle et l'épistémologie moderne, une pure étude doctrinale, et Le Maghreb dans le discours des sciences humaines et sociales. Alors le premier, c'est vraiment dans la lignée de René Guénan. C'est du petit lait pour ceux qui aiment René Guénan, c'est exceptionnel. C'est René Guénan 2016, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Le Maghreb dans le discours des sciences humaines et sociales, ça, c'est aussi essentiel à comprendre. Ça rejoint absolument tout ça. Et ici, ça parle du triptyque islamité, amazirité, arabité. Il explique, le plus calmement du monde, que tout ceci va très bien ensemble, que ça n'a jamais créé de problème, et que si ça crée des problèmes aujourd'hui, eh ben c'est parce que les gens le veulent en fait. Donc c'est vraiment à découvrir. Il y a des vidéos d'entretien du docteur Benaïssa qui ont été postées sur le site des éditions Fiat Lux, que je vous laisse découvrir. Nous allons passer directement donc à l'introduction à l'étude de l'influence politique du pouvoir financier. Alors ce bouquin est une petite merveille parce que en très peu de pages, en 60 pages, 68 pages, mais 60 pages de texte, il refait l'histoire du changement de paradigme de l'économie qui a pris le pouvoir en Occident et dans le monde à partir bien sûr grâce à la colonisation militaire en première étape et ensuite intellectuelle et médiatique en deuxième étape. Donc le bouquin se présente en 4 chapitres afin d'avoir une idée. C'est l'économie dans la civilisation de l'être. Deuxième chapitre, la civilisation du devenir et l'intronisation de l'État marchand. Troisième chapitre, les fondements antitraditionnels du pouvoir financier. Et enfin, les modifications politiques de la plutocratie financière. Tout ceci agrémenté d'une préface du docteur Benaïssa. En fait, il explique comment et pourquoi la manière dont c'est effectué ce changement, d'abord en premier lieu par l'effondrement de l'Église catholique. Ça c'était essentiel. Et notamment en parallèle, comme par hasard, vous avez une montée fulgurante du protestantisme qui initialement était des petits mots comme le divan, le diwan, etc. Non, ça va très très loin. D'ailleurs ça va tellement loin que tout s'est inversé. C'est assez ridicule et assez pathétique, puisque par exemple vous allez prendre, j'aime bien cet exemple, c'est le mot technologie. Alors technologie dans les pays maghrébins arabes, on va dire entre guillemets, on dit un institut c'est Mahad Technologia, sauf que technologie c'est un mot qui vient de l'arabe, de techni. Techni, itran, c'est faire bien le travail. Et en fait les Arabes ont tellement oublié leurs origines et l'étymologie des mots qu'ils copient bêtement, qu'ils arabisent des termes occidentaux d'une manière assez servile, assez stupide, alors que qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de ces mots. C'est assez impressionnant, hein. Et quand vous vous rendez compte qu'il est question ici de milliers de mots, ça aggrave la situation. Je rappelle, c'est essentiel, en parlant de technologie, que l'Égypte, par exemple, ou même le Moyen-Orient, hein, Baalbek, etc., l'Égypte, les pyramides, les jardins suspendus de Babylone, etc., que la technologie d'il y a plusieurs millénaires dépassait
dépasser la technologie d'aujourd'hui. Ça aussi, c'est factuel. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. On ne peut pas, aujourd'hui, on ne sait pas comment mettre des blocs de 300 tonnes les uns sur les autres, sachant qu'ils ont été taillés d'une façon si précise que vous ne pouvez pas passer une feuille de cigarette entre les deux blocs de 300 tonnes. C'est un miracle qui se reproduit, comme je l'ai dit, à Baalbek ou en Égypte, dans je ne sais combien de temples et de pyramides, etc. Donc cette technologie-là, elle est factuelle, tout le monde peut l'observer. Sauf que les gens refusent de prendre les conclusions qui s'imposent parce que ça remettrait en cause absolument tout. Le darwinisme s'inverse, s'écroule puisque ça s'inverse. La technologie, c'était l'âge d'or et on est aujourd'hui à l'âge de fer, au Kali Yuga. Donc c'est vraiment, je vais arrêter là parce que je pourrais en parler encore des heures. C'est à lire, à découvrir pour tous ceux que ça intéresse. Je vais en venir maintenant au bouquin, au dernier bouquin des éditions Fiat Lux, c'est-à-dire Voltaire et l'islam, ce que l'on vous cache, et introduction à l'étude de l'influence du pouvoir politique, du pouvoir financier, du docteur Benaïssa. On va commencer par ce dernier. Alors vous savez qu'on a publié dernièrement une trilogie du docteur Benaïssa, La connaissance traditionnelle et l'épistémologie moderne, une pure étude doctrinale, et le Maghreb dans le discours des sciences humaines et sociales. Histoire, mais remise à l'endroit. Pierre Rossi, qui est un érudit, il faut le dire, il a écrit plusieurs livres dans l'Irak des révoltes que je suis en train de lire actuellement, une plume sublime à l'ancienne, hein, l'école normale supérieure, les grands lycées français de l'époque. Pierre d'Ortiguet l'a connu personnellement, il s'occupait des cercles d'amitié France-Irak, etc. Il connaissait très très bien le Maghreb, l'Irak, l'Algérie, etc. Et il a essayé, via ce bouquin qui est très connu, d'ailleurs je signale aux arabisants qu'il est disponible, je l'ai trouvé en arabe, en PDF sur internet, c'est une pure merveille. Alors il va déstabiliser beaucoup de gens, hein, je vous le dis tout de suite, puisqu'il remet absolument tout en cause, sauf que là il amène l'histoire, les documents, les faits, voilà. Et ça, on ne peut rien faire contre, à moins d'être de mauvaise foi. Alors de quoi parle ce livre? Ce livre, il parle de l'importance de l'apport du Moyen-Orient à la civilisation gréco-romaine, occidentale aujourd'hui. En fait, à la fin de la lecture de ce livre, vous comprendrez une chose, c'est que tout le clash des civilisations, tout le terme civilisation gréco-romaine, toute cette théorie qui veut faire que l'Orient, la religion c'est une chose, l'Occident c'est autre chose, tout ça c'est faux, totalement faux. En fait, l'Occident, ou du moins les racines occidentales gréco-romaines, ont tout, absolument tout piqué de l'Orient. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit à la page 58? L'apport culturel, scientifique, religieux, substantiel ayant été fourni par les Arabes, a été fourni par les Arabes, ne renversant donc pas les rôles et ne faisant pas des Grecs, qui ne sont que des héritiers, les pères de leurs ancêtres spirituels. Donc, nous assistons ici à un inversement des valeurs total, puisque les Grecs qui ont tout piqué des Arabes, et notamment, alors quand il parle des Arabes, il parle de la civilisation, notamment tout ce qui est bien sûr Moyen-Orient entre le Tigre et l'Euphrate, Mésopotamie, mais aussi l'Égypte. Et il le prouve, hein, le plus simplement du monde, par rapport aux origines des plus grands penseurs gréco-romains, notamment, on va commencer par les Grecs. Et tout simplement, ils sont pas nés en Grèce, ils sont nés soit en Syrie, soit à Alexandrie, soit c'est pas des Grecs, c'est pas des Européens, c'est des Africains ou des Asiatiques. Et s'ils étaient grecs de naissance, ils ont fait leurs études à Alexandrie etc., etc. Et les preuves sont là. Hein. Il y a des bouquins qui ont été écrits, les preuves sont là. Par exemple, je vais Allahumma, Elohim. Quand vous reprenez par exemple, et là c'est de l'araméen, et l'araméen c'est de l'arabe, la dernière parole du Christ sur la croix, que la paix l'accompagne, c'est Ilahi, Ilahi lima sabaqtani. Bon, tout arabisant comprend que Ilahi, Ilahi lima sabaqtani, c'est de l'arabe. Mon Dieu, pourquoi tu m'as précédé, donc pourquoi tu m'as abandonné?
Et tous ces travaux-là sont parfaitement concordants avec ceux de Cheikh Anta Diop, et aussi avec ceux du professeur Martin Bernal, un universitaire américain qui a écrit un bouquin qui s'appelle Black Athena, que j'ai commandé d'ailleurs en 2 tomes, hein, c'est du 800 pages, 600 pages chacun, respectivement, et qui explique que l'origine de la civilisation gréco-romaine est tout simplement africaine, mésopotamienne. C'est d'une logique implacable, par l'étymologie des mots, par les écrits que l'on a sur plein de faits, les preuves sont innombrables. J'invite aussi, concernant l'étymologie, je vous invite à découvrir les travaux qu'on va diffuser bientôt de monsieur Rachid Ben Aïssa, le cousin du docteur Hamza Ben Aïssa, qui a fait un travail assez extraordinaire sur l'étymologie des mots, que vous trouverez notamment dans la présentation de l'éditeur de Voltaire, une dizaine de mots, qui prouvent l'origine arabe de milliers de mots gréco-latins. Quand je dis de milliers de mots, c'est milliers de mots. Et ce ne sont pas des mots anodins. C'est pas des petits mots comme le divan, le diwan, etc. Non, ça va très très loin. D'ailleurs, ça va tellement loin que tout s'est inversé. C'est assez ridicule et assez pathétique. Puisque, par exemple, vous allez prendre, j'aime bien cet exemple, c'est le mot technologie. Alors, technologie, dans les pays maghrébins arabes, on va dire entre guillemets, on dit un institut, c'est Mahad Technologia. Sauf que technologie, c'est un mot qui vient de l'arabe, de techni. Techni, itqan, c'est faire bien le travail. Et en fait, les Arabes ont tellement oublié leurs origines et l'étymologie des mots qu'ils copient bêtement, qu'ils arabisent des termes occidentaux d'une manière assez servile, assez stupide, alors que qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de ces mots. C'est assez impressionnant, hein. Et quand vous vous rendez compte qu'il est question ici de milliers de mots, ça aggrave la situation. Je rappelle, sous nos yeux, il n'y a jamais eu autant de chômage puisqu'on a délocalisé toute l'industrie pour justement faire encore plus de profit, puisque le salarié français qui coûte 15 € de l'heure, bon, il est plus compétitif avec je sais pas moi, le turc ou le chinois à 2 € de l'heure, voire même pas, etc., etc. Donc ce bouquin est un résumé extrêmement intéressant sur la prise du pouvoir de la caste marchande en Occident et dans le monde, bien sûr, puisque l'Occident domine le monde, depuis 2 siècles précisément, un peu plus si on veut aller dans le fond du sujet. Vraiment, vraiment bouquin à conseiller aux gens intéressés par la question. Ensuite, je voulais vous présenter Voltaire et l'islam. Alors Voltaire et l'islam, ce que l'on vous cache, sous-titre Ce que l'on vous cache, c'est une idée du professeur Pierre d'Ortiguet qui voulait présenter le vrai visage de Voltaire, la vraie pensée voltairienne concernant l'islam. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'il y a une quantité de gens mal intentionnés qui veulent faire croire que Voltaire était un islamophobe, un anti-musulman, à cause de sa pièce qui a eu un succès assez intéressant, qui a été reprise après les siècles passants. C'est le fanatisme ou Mahomet le prophète. Donc il a été extrêmement violent envers le prophète de l'islam, sauf que ça c'était vraiment au début de sa carrière, et vers la fin, juste 20 ans après, il a changé totalement d'avis et il voulait le prouver via la reproduction telle qu'elle, notamment son essai sur les mœurs et l'esprit des nations, 3 chapitres sur le Moyen-Orient, l'islam et le prophète, dans lesquels il dit beaucoup de bien, mais pas seulement. Notamment justement dans la préface du professeur d'Ortiguet, il y a d'autres citations, et aussi dans ma présentation de l'éditeur, le professeur d'Ortiguet parlera également de Goethe, de ce qu'il pensait du prophète de
du plus grand bien qu'il pensait du prophète de l'islam. Alors pourquoi? Parce que, alors je vais vous donner un exemple tout bête, notamment Boulevard Voltaire, le site internet Boulevard Voltaire. Il y a aussi Atlantico, il y a Valeurs Actuelles, etc. Alors ils utilisent tous Voltaire pour s'attaquer aux musulmans en expliquant que, bon, la liberté d'expression certes, mais voilà, il a été le premier qui a attaqué aussi violemment. Alors, nous allons prendre l'exemple de Benoît Raïski, un septuagénaire journaleux, qui nous explique, dans un article intitulé « Moi, islamophobe de gauche et de droite ». Moi, je suis islamophobe, ce mot suppose mésopotamienne. C'est d'une logique implacable, par l'étymologie des mots, par les écrits que l'on a sur plein de faits, plein de, enfin, les preuves sont innombrables. J'invite aussi, concernant l'étymologie, je vous invite à découvrir les travaux qu'on va diffuser bientôt de monsieur Rachid Ben Aïssa, le cousin du docteur Hamza Ben Aïssa, qui a fait un travail assez extraordinaire sur l'étymologie des mots, que vous trouverez notamment dans la présentation de l'éditeur de Voltaire, une dizaine de mots, qui prouvent l'origine arabe de milliers de mots gréco-latins. Quand je dis de milliers de mots, c'est milliers de mots. Et ce ne sont pas des mots anodins. C'est pas des petits mots comme le divan, le diwan, etc. Non, ça va très très loin. D'ailleurs, ça va tellement loin que tout s'est inversé. C'est assez ridicule et assez pathétique. Puisque, par exemple, vous allez prendre, j'aime bien cet exemple, c'est le mot technologie. Alors, technologie, dans les pays maghrébins arabes, on va dire entre guillemets, on dit un institut, c'est Mahad Technologia. Sauf que technologie, c'est un mot qui vient de l'arabe, de techni. Techni, itran, c'est faire bien le travail. Et en fait, les Arabes ont tellement oublié leurs origines et l'étymologie des mots qu'ils copient bêtement, qu'ils arabisent des termes occidentaux d'une manière assez servile, assez stupide, alors que qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de ces mots. C'est assez impressionnant, hein. Et quand vous vous rendez compte qu'il est question ici de milliers de mots, ça aggrave la situation. Je rappelle, c'est essentiel, en parlant de technologie, que l'Égypte, par exemple, ou même le Moyen-Orient, Baalbek, etc., l'Égypte, les pyramides, les jardins suspendus de Babylone, etc., que la technologie d'il y a plusieurs millénaires dépassait la technologie d'aujourd'hui. Ça aussi, c'est factuel. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. On ne peut pas, aujourd'hui, on ne sait pas comment mettre des blocs de 300 tonnes les uns sur les autres, sachant qu'ils ont été taillés d'une façon si précise que vous ne pouvez pas passer une feuille de cigarette entre les deux blocs de 300 tonnes. C'est un miracle qui se reproduit, comme je l'ai dit, à Baalbek ou en Égypte, dans je ne sais combien de temples et de pyramides, etc. Donc cette technologie-là, elle est factuelle, tout le monde peut l'observer. Sauf que les gens refusent de prendre les conclusions qui s'imposent parce que ça remettrait en cause absolument tout. Ne s'est jamais porté aussi mal. Les antidépresseurs jamais autant consommés. Tout ce qui est dit, en fait, c'est l'inverse qui se déroule sous nos yeux. Il n'y a jamais eu autant de chômage puisqu'on a délocalisé toute l'industrie pour justement faire encore plus de profit, puisque le salarié français qui coûte 15 € de l'heure, bon, il est plus compétitif avec je sais pas moi, le turc ou le chinois à 2 € de l'heure, voire même pas, etc., etc. Donc ce bouquin est un résumé extrêmement intéressant sur la prise du pouvoir de la caste marchande en Occident et dans le monde, bien sûr, puisque l'Occident domine le monde, depuis 2 siècles précisément, un peu plus si on veut aller dans le fond du sujet. Vraiment, vraiment bouquin à conseiller aux gens intéressés par la question. Ensuite, je voulais vous présenter Voltaire et l'islam. Alors Voltaire et l'islam, ce que l'on vous cache,
sous-titre « Ce que l'on vous cache ». C'est une idée du professeur Pierre d'Ortiguet qui voulait présenter le vrai visage de Voltaire, la vraie pensée voltairienne concernant l'islam. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'il y a une quantité de gens mal intentionnés qui veulent faire croire que Voltaire était un islamophobe, un anti-musulman à cause de sa pièce. Qui a eu un succès assez intéressant, qui a été reprise par les siècles passants, c'est le fanatisme ou Mahomet le prophète. Donc il a été extrêmement violent envers le prophète de l'islam, sauf que ça c'était vraiment au début de sa carrière, et vers la fin, 20 ans, juste 20 ans après, il a changé totalement d'avis, et il voulait le prouver via la reproduction telle qu'elle, notamment son essai sur les mœurs et l'esprit des nations, 3 chapitres sur le Moyen-Orient, l'islam et le prophète, dans lesquels il dit beaucoup de bien, mais pas seulement. Notamment justement dans la préface du professeur d'Ortiguet, il y a d'autres citations, et aussi dans ma présentation de l'éditeur, le professeur d'Ortiguet parlera également de Goethe, de ce qu'il pensait du prophète de l'islam, du plus grand bien qu'il pensait du prophète de l'islam. Alors pourquoi? Parce que, alors je vais vous donner un exemple tout bête, notamment Boulevard Voltaire, le site internet Boulevard Voltaire. Il y a aussi Atlantico, il y a Valeurs Actuelles, etc. Alors ils utilisent tous Voltaire pour s'attaquer aux musulmans en expliquant que, la liberté d'expression certes, mais il a été le premier qui a attaqué aussi violemment. Alors, nous allons prendre l'exemple de Benoît Raïski. C'est pas comment mettre des blocs de 300 tonnes les uns sur les autres, sachant qu'ils ont été taillés d'une façon si précise que vous pouvez pas passer une feuille de cigarette entre les 2 blocs de 300 tonnes. C'est un miracle qui se reproduit, comme je l'ai dit, à Baalbek ou en Égypte, dans je ne sais combien de temples et de pyramides, etc. Donc cette technologie-là, elle est factuelle, tout le monde peut l'observer. Sauf que les gens refusent de prendre les conclusions qui s'imposent parce que ça remettrait en cause absolument tout. Le darwinisme s'écroule puisque ça s'inverse. La technologie, c'était l'âge d'or et on est aujourd'hui à l'âge de fer, au Kali Yuga. Donc c'est vraiment, je vais arrêter là parce que je pourrais en parler encore des heures. C'est à lire, à découvrir pour tous ceux que ça intéresse. Je vais en venir maintenant au dernier bouquin des éditions Fiat Lux, c'est-à-dire Voltaire et l'islam, ce que l'on vous cache, et introduction à l'étude de l'influence du pouvoir politique, du pouvoir financier, du docteur Benaïssa. On va commencer par ce dernier. Alors vous savez qu'on a publié dernièrement une trilogie du docteur Benaïssa, La connaissance traditionnelle et l'épistémologie moderne, une pure étude doctrinale, et Le Maghreb dans le discours des sciences humaines et sociales. Alors le premier, c'est vraiment dans la lignée de René Guénan. C'est du petit lait pour ceux qui aiment René Guénan, c'est exceptionnel. C'est René Guénan 2016, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Le Maghreb dans le discours des sciences humaines et sociales, ça, c'est aussi essentiel à comprendre. Ça rejoint absolument tout ça. Et ici, ça parle du triptyque islamité, amazirité, arabité. Il explique, le plus calmement du monde, que tout ceci va très bien ensemble, que ça n'a jamais créé de problème, et que si ça crée des problèmes aujourd'hui, c'est parce que les gens le veulent en fait. Donc c'est vraiment à découvrir. Il y a des vidéos d'entretien du docteur Benaïssa qui ont été postées sur le site des éditions Fiat Lux, que je vous laisse découvrir. Nous allons passer directement donc à l'introduction à l'étude de l'influence politique du pouvoir financier. Alors ce bouquin est une petite merveille parce que en très peu de pages, en 60 pages, 68 pages, mais 60 pages de texte, il refait l'histoire du changement de paradigme de l'économie qui a pris le pouvoir en Occident et dans le monde à partir bien sûr grâce à la colonisation militaire en première étape et ensuite intellectuelle et médiatique en deuxième étape. Donc le bouquin se présente en 4 chapitres.
afin d'avoir une idée, c'est l'économie dans la... Les preuves sont là. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Dans le Timée, Platon met dans la bouche d'un prêtre égyptien s'adressant à Solon cette parole paternelle, j'ouvre les guillemets, vous autres Grecs, vous n'êtes que des enfants. C'est quand même pas mal. Vous le concéderez. Solon, c'est le premier législateur grec, donc c'est pas n'importe qui. Quand ils disent, par exemple, il y a des écrivains, ils parlent de l'histoire officielle, de la doxa, qui parlent de la Grèce antique, le foyer des arts et des lettres, etc. Ben, il le dit très clairement, hein, tout est faux, tout est absurde, ça ne correspond pas aux écrits que l'on possède, et puis c'est tout. Enfin, faut pas inventer des choses qui n'existent pas. Pour finir, il y a des preuves étymologiques, factuelles extrêmement nombreuses qui démontrent que l'arabe, notamment la langue, est à la source de beaucoup de choses, notamment quand on dit Yahvé, en arabe classique, ça veut dire Yahuwa, ô lui. Hein? Elohim, c'est Allahumma. Allahumma, Elohim. Quand vous reprenez par exemple, et là c'est de l'araméen, et l'araméen c'est de l'arabe, la dernière parole du Christ sur la croix, que la paix l'accompagne, c'est Ilahi, Ilahi lima sabaqtani. Bon, tout arabisant comprend que Ilahi, Ilahi lima sabaqtani, c'est de l'arabe. Mon Dieu, pourquoi tu m'as précédé, donc pourquoi tu m'as abandonné? Et tous ces travaux-là sont parfaitement concordants avec ceux de Cheikh Anta Diop, et aussi avec ceux du professeur Martin Bernal, un universitaire américain qui a écrit un bouquin qui s'appelle Black Athena, que j'ai commandé d'ailleurs en 2 tomes, hein, c'est du 800 pages, 600 pages chacun, respectivement, et qui explique que l'origine de la civilisation gréco-romaine est tout simplement africaine, mésopotamienne. C'est d'une logique implacable, par l'étymologie des mots, par les écrits que l'on a, sur plein de faits, les preuves sont innombrables. J'invite aussi, concernant l'étymologie, je vous invite à découvrir les travaux qu'on va diffuser bientôt de monsieur Rachid Ben Aïssa, le cousin du docteur Hamza Ben Aïssa, qui a fait un travail assez extraordinaire sur l'étymologie des mots, que vous trouverez notamment dans la présentation, et aussi avec ceux du professeur Martin Bernal, un universitaire américain qui a écrit un bouquin qui s'appelle Black Athena, que j'ai commandé d'ailleurs en 2 tomes, hein, c'est du 800 pages, 600 pages chacun, respectivement, et qui explique que l'origine de la civilisation gréco-romaine est tout simplement africaine, mésopotamienne. C'est d'une logique implacable, par l'étymologie des mots, par les écrits que l'on a, sur plein de faits, les preuves sont innombrables. J'invite aussi, concernant l'étymologie, je vous invite à découvrir les travaux qu'on va diffuser bientôt de monsieur Rachid Ben Aïssa, le cousin du docteur Hamza Ben Aïssa, qui a fait un travail assez extraordinaire sur l'étymologie des mots, que vous trouverez notamment dans la présentation de l'éditeur de Voltaire, une dizaine de mots, qui prouvent l'origine arabe de milliers de mots gréco-latins. Quand je dis de milliers de mots, c'est milliers de mots. Et ce ne sont pas des mots anodins. C'est pas des petits mots comme le divan, le diwan, etc. Non, ça va très très loin. D'ailleurs, ça va tellement loin que tout s'est inversé. C'est assez ridicule et assez pathétique. Puisque, par exemple, vous allez prendre, j'aime bien cet exemple, c'est le mot technologie. Alors, technologie, dans les pays maghrébins arabes, on va dire entre guillemets, on dit un institut, c'est Mahad Technologia. Sauf que technologie, c'est un mot qui vient de l'arabe, de techni. Techni, itran, c'est faire bien le travail. Et en fait,
Arabes ont tellement oublié leurs origines et l'étymologie des mots qu'ils copient bêtement, qu'ils arabisent des termes occidentaux d'une manière assez servile, assez stupide, alors que qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de ces mots. C'est assez impressionnant, hein. Et quand vous vous rendez compte qu'il est question ici de milliers de mots, ça aggrave la situation. Je rappelle, c'est essentiel, en parlant de technologie, que l'Égypte, par exemple, ou même le Moyen-Orient, hein, Baalbek, etc., l'Égypte, les pyramides, les jardins suspendus de Babylone, etc., que la technologie d'il y a plusieurs millénaires dépassait la technologie d'aujourd'hui. Ça aussi, c'est factuel. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. On ne peut pas, aujourd'hui, on ne sait pas comment mettre des blocs de 300 tonnes les uns sur les autres, sachant qu'ils ont été taillés d'une façon si précise que